Bon, ce soir, on va vous parler pêche du silure d'une manière générale. Donc, on a Xavier qui nous fait l'honneur d'être là. Donc, déjà, on va commencer par une petite présentation, que ce soit de Xavier ou de Laurent. Donc, d'où venez-vous, vous deux, les gars? Vous venez d'une même région? Bon, les invités d'abord, allez. Allez, bon, on est lyonnais tous les deux, hein. Voilà. Une belle ville, bien connue pour ses trois fleuves, hein, le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Donc voilà. Donc aussi bien Laurent que moi, on est lyonnais. Bon, c'est bien. Bon, alors, vous pêchez depuis combien de temps dans la région lyonnaise? Depuis combien de temps vous avez commencé un peu la pêche du silure? Je commence. Ben allez, vas-y, c'est toi qui as commencé alors. Alors, moi, j'ai commencé la pêche du silure à la fin de l'année 1990. Alors, sans trop avoir de succès, hein, pendant les premiers mois. En Ouais. fait, c'était suite à une émission de télévision que j'avais vue qui s'appelait Histoire naturelle et diffusée, rediffusée de nombreuses fois. C'était une émission qui s'appelait Amour silurescent. Cette émission, elle parlait un petit peu des nouveaux venus à l'époque, hein, nouveaux venus dans le cheptel piscicole français. Et il y avait une partie silure et c'était Jean-Claude Tanzini, que je ne connaissais absolument pas à cette époque-là. J'avais 14 ans et demi. Voilà. Et quand j'ai vu ces images, eh ben, je me suis dit, waouh, ça envoie, ça m'a donné envie vraiment de pêcher le silure. Mon père était pêcheur, il m'emmenait déjà à la pêche. J'y allais plus pour le suivre, on va dire, quand j'étais gamin, plus pour être avec mon père. Et en fait, la vue de cette émission m'a donné envie. Et c'est le 7 mai 1991, donc tu vois, quelques mois après, que j'ai touché mes deux premiers silures le même jour. Il y en a un qui faisait 86 cm et l'autre qui en faisait 1 mètre. Tout Ah petit. oui. Donc, c'était vraiment les débuts, les prémices, un petit peu, de ce poisson et de la pêche en règle générale du silure. C'est vrai, mais il y a eu des pionniers, hein, bien avant nous, hein, puisque je te dis, Jean-Claude déjà le pêchait depuis de nombreuses années. Il y avait aussi sur la Seille, il y avait eu donc, une petite rivière, un affluent de la Saône, hein, qui est en Saône-et-Loire. Il y avait déjà là des spécialistes du silure, on va dire, depuis la fin des années 70, début des années 80. Il y avait notamment un homme qu'on connaît, on n'entend plus trop parler aujourd'hui, mais qui a été un des pionniers des pêches au posé, qui s'appelait Jean-Pierre Poulalier, qui a attrapé voilà, dans le début des années 80 de très beaux silures sur la Seille. D'accord. Et toi, Laurent, alors, tes débuts et l'amour pour ce poisson, c'était il y a Ben combien de moi, temps? pour ma part, j'étais pêcheur, pêcheur solitaire parce que mes parents pêchaient pas. Enfin, moi, j'avais pas de famille qui pêchait, donc je m'y suis vraiment intéressé tout seul. Et en fait, j'ai appris un peu tout seul sur les bords de Saône avec les anciens à l'époque qui nous guidaient un petit peu. Et puis, je me suis inscrit à l'école de pêche. Là, j'ai l'école de pêche de Neuville-sur-Saône, qui était à l'époque une école de pêche qui brassait quand même pas mal du monde. Il y avait plein de figures de la pêche qui étaient présents. Il y avait tous les grands du silure de l'époque. Il y avait Jean-Claude Tanzéli qui venait régulièrement, Joël Parcel, Georges Ribeiro, Marc Roiron. Enfin, toute cette caste-là qui finalement, moi, m'ont mis un peu la fièvre. Et du coup, j'ai commencé à pêcher aussi au bord de Saône les silures, vu que j'étais dans le nid. Bon, à l'époque, Lyon, c'était le nid. Donc j'ai commencé comme tous ces gens-là au milieu, là. Ok, ok. Et alors, comment vous êtes rencontrés? Je suppose que c'est peut-être au bord de l'eau. Comme on peut le voir, il y a quelques images sur la droite qui proviennent un peu de Alors, l'époque où juste... exactement, là, les images que tu montres, c'est des images qui datent de 96, 97. Voilà, c'est Fontaine-sur-Saône, hein, un petit peu au nord de Lyon. Ici, il y avait une arrivée d'eau, une rivière et un égout, hein, qui ravinait fort dans la Saône après chaque orage. Et c'était pendant quelques heures un hotspot après ces orages. Et là, au milieu des années 90, à peu près, on s'est rencontrés là avec Laurent, parce on était déjà passionnés et déjà on essayait de capturer quelques silures. Alors sur les quelques photos que tu as montrées, on voit aussi un ami d'enfance à moi, Lionel Luqueta, Ouais, que tu as c'est ça. sûrement vu dans les photos. Voilà. Ok, Ouais, ok. c'était le binôme, hein. C'était le binôme, ouais. Ça l'est toujours, malgré les kilomètres, on arrive de temps en temps à se voir. Et alors, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette pêche au début? Pourquoi vous vous êtes dit, bah, c'est ce poisson-là que je veux pêcher et pas un autre?
Pareil, j'ai commencé pour cette fois. Allez. Vraiment, au début, c'est le poisson trophée qui m'a plu le plus. C'était vraiment l'occasion de faire des poissons, des bigs, quoi. C'était l'occasion d'arriver à faire des monstres. Et chez nous, quoi, de faire de la pêche au gros chez nous. Alors moi, j'ai commencé du bord, hein, comme tous ceux qui ont commencé et qui n'avaient pas les moyens d'avoir une embarcation. Parce que j'ai commencé à pêcher, j'avais 14-15 ans, c'était dur. Et puis très vite, ensuite, après, c'est l'émotion que ça me procurait de le traquer, d'arriver à le déclencher, d'arriver à vraiment le pousser dans ses retranchements pour déclencher des attaques. Et après, j'ai connu le flotte tube et je l'ai jamais requitté. Voilà, je suis assez d'accord avec Laurent, c'est vraiment la dimension de l'animal, hein, qui, voilà, qui était hors norme à l'époque. Voilà, c'était les débuts. Tu attrapais déjà un beau silure à l'époque, c'était un silure d'1m30, 1m35 déjà. C'était déjà un super poisson. Et déjà, c'était vachement plus gros que la plupart des carnassiers qu'on pouvait attraper. Alors, attraper à la cuillère des poissons qui commencent à peser 20 kg, 25 kg, quand tu es jeune, en plus, tu as envie de grosses prises. Hein. Ouais. C'était le début du no-kill, tu vois, il y avait un intérêt particulier pour ce silure, pour les combats que ça offrait et tout ça. Oui, du coup, de fil en aiguille, ça vous amenait à faire pas mal de projets, et toi notamment, Xavier, donc à écrire et à réaliser donc des films en partenariat avec la pêche et les poissons notamment. Tout à fait, ouais. La pêche et les poissons, je suis très lié avec eux, hein, parce que déjà, je suis Arnaud Millet, donc l'éditeur, c'est un ami. Hein. Il vient régulièrement pêcher avec moi et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et puis, bon, c'est la revue numéro 1 de la pêche en France. Hein. Je sais pas, il y a au moins 80 ans d'existence. Ça mériterait d'avoir un chiffre précis, mais c'est vraiment. On a tous lu La pêche et les poissons, on se rappelle des articles d'Henri Limousin et autres. Donc, voilà. Et avec La pêche et les poissons, c'est vrai que j'ai eu l'occasion donc de commencer la rubrique Silure Mania. Ouais. Ça devait être en 2008, si je dis pas de bêtises, 2007-2008, quelque chose comme ça. Donc j'ai commencé à être pigiste et rédiger cette rubrique mensuelle. Et après, il y a eu ces projets de films qui ont commencé par un peu après, c'est ça, 2008, je pense, le premier qui s'appelait Silure, l'heure et stratégie. Mm. Et voilà, et puis tous les 2 ans, régulièrement, on a fait des films. Ok. Et donc c'est vrai que là-dessus, ces films-là, ils demandent un certain budget, il faut des cadreurs et pour tout ça. C'est vrai que La pêche et les poissons, a toujours fait des films de qualité. Ok. Et alors donc dernièrement, pour revenir un peu sur l'actualité Silure, pour ceux qui avaient eu la chance d'être au Salon de Montluçon, il y a eu l'avant-première donc du nouveau film qui avait été tourné justement par La pêche et les poissons, donc Silure, les Seigneurs de Loire. Donc on est là également ce soir pour parler un petit peu de ce film. Ça fait partie de l'actualité pêche et Silure un peu de cette technique. Donc l'acteur principal, vous l'avez en face de vous, hein, donc Xavier a été se mesurer justement aux Silures de Loire. Donc toi, Xavier, est-ce que avant d'aller pour ce tournage, est-ce que tu avais déjà pêché la Loire auparavant? Alors, la Loire sauvage, non, j'avais jamais eu l'occasion. Alors, j'avais pêché la Loire, enfin l'eau de la Loire, puisque j'avais déjà pêché en amont du barrage de Villeray. Mais bon, là, c'est beaucoup plus canalisé, ça n'a rien à voir. Ça ressemble beaucoup au Rhône et à la Saône, hein, du château de la Roche, pour ceux qui connaissent. Donc, voilà, c'était l'eau de la Loire, mais rien à voir avec le vrai fleuve sauvage, comme il peut être sur sa partie aval. Hein. Là, on a tourné ce film dans un parc naturel, hein, c'est le parc Loire-Anjou-Touraine. Voilà, ça n'a rien à voir. Là, on est sur un fleuve avec des bancs de sable, avec des fonds fluctuants, très peu de profondeur. On pêche en moyenne dans 1,50 m à 2,50 m, c'est déjà beaucoup en fait, hein, de fond. Donc, c'était une première pour moi, vraiment, de pêcher la partie sauvage de la Loire. Ouais, donc je suppose que quand vous avez décidé un peu de monter ce projet, vous vous êtes entouré des bonnes personnes, déjà d'une pour vous emmener sur les secteurs qui étaient propices à prendre du poisson et à faire des images,
Et aussi, bah, comme tu l'as dit, les bancs de sable, en Loire, ça reste assez dangereux, donc faut la connaître, faut savoir naviguer avec. Et je suppose que c'est pas anodin et il a fallu quand même faire appel aux bonnes personnes pour justement arriver Exactement. à réaliser ce tournage. C'est un projet qui était dans les tuyaux depuis longtemps pour la pêche et les poissons. Après, c'est dur à mettre en œuvre parce qu'effectivement, on ne va pas sur la Loire sans connaître. Là, ça tombait avec les 10 ans du concours de Gênes, concours silure de Gênes-sur-Loire. Donc, on avait le soutien de la PPMA locale, des organisateurs donc, de ce concours. Et du coup, voilà, il y a toute une équipe bien sympathique de gens qui sont assez spécialistes quand même du silure sur ce secteur-là et qui ont pu nous guider de la meilleure façon. Donc ce film, il a été édité donc en DVD dans l'édition de La pêche et les poissons du mois de mars. Donc vous pouvez le retrouver encore en kiosque, je pense, si pour ceux qui l'ont pas vu, ça serait l'occasion. Alors toi, Xavier, quel a été pendant ce tournage un peu ton meilleur souvenir? Meilleur souvenir, c'est on est allé là-bas, c'était aux alentours du 17 juillet, on a dû tourner du 17 au 21 juillet. Et bon, c'était un moment où il y avait vraiment l'étiage. Alors, les eaux chaudes, malheureusement, beaucoup de cyanobactéries, tu vois, d'algues. Mais malgré tout, l'eau était très claire. C'est une période où l'eau était vraiment très très claire, les niveaux assez bas. Et donc, on voyait comme dans un aquarium. Donc, j'ai vu des tas de poissons, mais le moment le plus beau, pour moi, ça a été de croiser un silure albinos. D'accord. Je tenais un silure en canne de 2,05 m et il y a un poisson à peu près de la même taille qui est venu, qui est passé sous la barque. Et ça a été filmé en plus, mais quand il voit de tes yeux, c'est encore autre chose. Moi, je te propose cette petite séquence, on l'a récupérée. Je te propose qu'on la regarde et qu'on la partage un petit peu avec les internautes et ceux qui sont présents durant ce live. Alors, Savoir que, en plus, pour l'anecdote, on en a vu deux. Alors, ce jour-là, on en voit un, puis 3 jours après, en faisant une bordure le long du Nil, on voit un autre poisson qui faisait à peu près 1,90 m, albinos aussi, qui était complètement planqué dans un arbre immergé. Donc là, ouais, on voit ton collègue qui essaie de choper le silure que tu avais, et là, on voit le silure albinos, justement. On le voit arriver de loin, t'as vu? Ouais, on le voit arriver de loin, et normalement, il va passer sous la trajectoire du bateau. Exactement. Là, on est sur une profondeur d'à peu près 1,50 m. Donc, voilà, c'est un poisson de 2 mètres, blanc immaculé, comme ça, dans 1,50 m de profondeur, et puis dans une eau aussi claire. On le voit, c'est magnifique. C'est vraiment quelque chose, au niveau émotion, quand tu es un amoureux du silure, c'est superbe de voir un poisson albinos comme ça. Et c'est marrant le comportement qu'a pu avoir ce silure de venir voir un peu, alors qu'il y avait un autre congénère qui était à côté. Tu avais déjà un peu vécu ce moment-là ou c'était vraiment inédit? Ouais, c'est pas si exceptionnel que ça. Ça se produit souvent. Nous, quand on pêche nos grandes profondeurs sur nos milieux canalisés, au sondeur, on se rend compte que souvent, quand on a un silure à la ligne, on voit tout un tas de silures monter sur l'écran pendant le combat, parce que justement, tu viens un petit peu mettre la panique dans une troupe. Ouais. Mais c'est une panique, c'est pas vraiment une panique. Le poisson, il est curieux, il se dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi celui-là il se comporte comme ça, et puis ils ont tendance à venir voir, ils sont curieux les silures. Puis des fois, ils peuvent même passer à l'attaque, ils peuvent même attaquer leur congénère s'il a un comportement un peu trop bizarre. D'accord. Et bon, je suppose que le voir c'est bien, mais le prendre c'est encore mieux. Ouais. Est-ce que vous les gars, vous avez déjà eu la chance de capturer justement des silures albinos, des silures avec des couleurs qui étaient, on va dire, vraiment extraordinaires? Alors, déjà, bon, pour rebondir sur l'histoire du film, là, il faut savoir que Jean-Claude, quand même, comme disait Xavier, c'est celui qui nous a inspiré à l'époque. On va rendre quand même quelque chose à Xavier, c'est qu'aujourd'hui, c'est lui qui inspire quand même beaucoup de pêcheurs. C'est quand même un des grands noms de la pêche en France aujourd'hui. Et c'est un des gars qui va mettre la fièvre à beaucoup de gamins qui vont vouloir se mesurer à ce poisson. Et ça, c'est génial. Et les images qu'il a sorties, là, avec ce blanc là, qui suit son copain, c'est juste énorme. Ça va vraiment mettre la fièvre à beaucoup de gens.
Pour les poissons, après... Pour rebondir sur ce que tu dis, moi, j'y suis pour rien. J'étais le premier émerveillé par ces images. Mais bon, on a quand même la chance d'avoir ces images qui ont été capturées, c'est génial, quoi, c'est formidable. Après, un blanc, moi, j'en ai jamais fait un de ma vie parce que je pêche beaucoup Lyon, et que Lyon, c'est pas réputé pour avoir beaucoup de blancs. Ils se tiennent beaucoup plus dans le sud de la France, et chaque fois que j'y vais, moi, j'ai pas de chance. En sud, j'ai toujours le pire temps du monde. Donc, j'ai pas eu la chance d'en faire un encore. Moi, j'ai fait des poissons qui avaient vraiment des têtes bizarres que je pourrais reconnaître demain parce qu'ils avaient la bouche sur le dos. Mais c'est vraiment, c'est les seuls poissons un peu anecdotiques que j'ai. Ok, ok. Et toi, Xavier, de ton côté? À Lyon, effectivement, je rejoins ce que dit Laurent. À Lyon, des albinos, moi, j'en ai jamais pris. J'ai pris des milliers de silures à Lyon. Et j'ai jamais pris d'albinos. Il y a vraiment des secteurs, des biefs, où tu vas trouver ces poissons-là, parce que c'est un gène qui est récessif. Hein. Il faut que les deux parents soient porteurs, tu vois. Donc, il faut quand même une certaine consanguinité. Et selon comment se sont formées les populations de silures, selon comment s'est faite cette explosion, eh ben, tu vas trouver sur certaines zones une proportion de silures albinos, puis sur certaines zones, c'est quasiment inexistant, quoi, hein. Donc, effectivement, moi aussi, sur Lyon, des blancs, j'en ai jamais pris. Le seul blanc qui est connu à Lyon, c'est le petit blanc du matin à 10h, tu vois. Très connu, hein. Bon, très connu, celui-là. Mais non, mais effectivement. Par contre, moi, j'ai eu l'occasion alors d'attraper, j'en ai attrapé 5 en tout, d'albinos. Les 5, je les ai pris sur le bief de Arles, hein, c'est-à-dire le dernier bief avant la mer Méditerranée, hein, sur le Rhône. Voilà, donc c'est un tronçon qui mesure, on va dire, 30 à 40 km. Et en fait, voilà, les 5 silures albinos que j'ai pris dans ma vie, je les ai pris là-bas, et sur des sessions assez courtes, ce qui montre bien qu'il n'y a pas besoin de prendre des milliers de silures pour tomber sur l'albinos. Après, il faut avoir aussi un peu de chance, hein, c'est comme tout. Tirer l'aiguille de la botte de foin, c'est un petit coup de poker, il faut un peu de chance. Mais il y en a quand même une petite proportion là-bas, et on a quelques fois la chance d'en attraper. D'ailleurs, je peux te montrer, là, j'ai un cadre à côté de moi. C'est une vieille photo, hein, je ne sais pas si vous arrivez à voir comme ça. Voilà, moi, ça, c'est mon premier silure albinos. Alors, je l'ai attrapé en août 2002. Hein. Ouais. Ce poisson-là, il mesurait 2,06 m, tu vois. Voilà, j'étais avec Tony Lorton et son fils, tu vois. Voilà. Et moi, j'étais avec mon neveu, hein, avec le t-shirt jaune, tu vois. Et voilà, et ce poisson, eh ben, je l'ai attrapé à Arles, donc en août 2002. Ça a été mon premier poisson albinos. Après, l'année qui a suivi, en 2003, eh ben, j'ai eu la chance d'en attraper un encore plus gros. Il faisait 2,14 m, celui-là. Hein, c'était le 1er mai 2003. Et puis après, j'en ai fait d'autres. J'en ai fait un autre d'1,97 m en 2009. Et puis des petits. Hein, des des poissons de 70-80 cm. J'en ai pris 2. Donc là, je présente à droite de l'écran donc les autres albinos que tu avais eu la chance de capturer, notamment un en compagnie de Yuri Grisendi, il me semble. Oui, Yuri Grisendi, en 2003 celui-là, voilà. En 2003, 2,14 m. Et après, donc un autre accompagné donc avec 4 autres pêcheurs, celui-là, il date de... Ouais, j'étais avec les frères Moss, là, Cédric Neveu. Ouais, celui-là, il date de 2009, celui-là. Il fait 1,97 m. Ok. Très très bien. Mais toujours dans le même secteur. Hein. Ouais, c'est le delta du Rhône, la Camargue. Hein. D'accord. Bon, et toi, Laurent, pour en revenir au film, après avoir fait cette petite aparté sur l'albinos, tu nous en as un petit peu indiqué, tu en as pensé quoi? Est-ce que tu te verrais demain partir sur la Loire, prendre ton flotte tube et aller tenter l'expérience après ce que tu as vu et ce que tu as découvert en images? Alors moi, je pêche beaucoup, mais je pêche beaucoup chez moi, en fait. Enfin, beaucoup de le même type d'eau. Des eaux qui sont profondes, des eaux qui sont relativement lentes pour ce qui est de la Saône, et puis un peu plus courantes pour celle du Rhône, mais toujours des zones profondes. Et la Loire, en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est l'inconnu suprême. Je pense qu'en flotte tube, ça passe crème, ça doit se faire, et ça doit être un plaisir à faire. Mais c'est vrai que je sais pas comment je pourrais l'aborder, quoi. Il faudrait, je me suis dit, je ferais comme Xavier a fait, du coup, les pêches au flotteur, parce que moi, je suis vraiment un grand adepte des pêches en verticale, et les pêches au flotteur, c'est comme au leurre, c'est pas des pêches
et faut peu, quoi. Mais oui, il faudrait, ce serait tentant de le faire, hein. Effectivement, ça a l'air d'être sublime, quoi, à vivre. Ça a l'air magnifique. Il y a de très belles pêches au leurre aussi à faire, hein, sur la Loire, c'est Ouais, vrai. Au crank, tu vois, avec des machins comme ça, tu vois, avec des grandes bavettes, hein. Faut quand même des grands plongeurs, parce que, en fait, faut arriver à ramener les leurres relativement faible vitesse, tu vois, le courant appuie sur la bavette, et puis il faut essayer de les faire taper sur le sable au fond, tu sais. ouais, Et il y a des super pêches à faire. Le problème, nous, quand on y était, il y avait beaucoup d'algues. Donc, idéalement, il ne faut pas y aller quand il y a des poussées d'algues comme ça. En plus, ces algues, elles ne durent pas très longtemps, hein. C'est des poussées vraiment sur des périodes bien définies. Bon, ben, nous, on est tombés en plein dedans. Ouais, Mais le hauleur, il y a super pêche à faire dans ces courants, ces radiers et tout. Pas spécialement dans les grands fonds en plus, hein. Et ouais. aux flotteurs aussi. Aux flotteurs, avec des gros flotteurs, tu vois. Et en discrétion, vraiment à grande distance. Mais là, je pense qu'en flotte tube, tu te ferais plaisir, Laurent. Ouais, je pense, ouais, ça doit être extraordinaire à faire, hein. Ouais, c'est vrai que quand les eaux, surtout sur la Loire, sont assez claires, je pense que la technique du flotteur est la plus propice, parce que comme tu l'expliquais dans le film, vous laissiez dévaler devant vous les flotteurs à plus de 30 mètres pour justement arriver à avoir cet esprit de discrétion et pas que les poissons soient méfiants, parce que si vous étiez passé avec le bateau à côté, ils auraient vu l'ombre du bateau, ils auraient entendu les sondes, et là c'était pas la peine, quoi. Ah ouais, ouais, c'est sûr. Là, ces poissons-là, ils t'attaquent quasiment jamais quand t'es à côté, hein. Parce qu'il y en a, des fois, tu arrives à les voir, hein, tu arrives à voir un bout de souche et puis derrière un poisson énorme. Moi, j'ai vu des poissons, franchement, ça dépassait largement les 2,40 m qui étaient posés derrière une souche. Mais tu arrives t'essayes de leur présenter quelque chose à vue, à peine ça arrive à leur hauteur, le poisson, il se tire, hein, ils sentent le danger. En approche comme ça, c'est très difficile de les faire mordre. Par contre, à distance, tu arrives à déjouer leur méfiance comme ça, effectivement, en créant un gros différentiel entre toi et le flotteur, entre le bateau et le flotteur. Tu freines le bateau, alors soit avec le poids, ou soit avec une moteur électrique, tu laisses dévaler le bouchon, tu crées vraiment une bonne distance entre toi et le flotteur, puis après tu laisses le bateau aller en dérive. Il faut que quand même que ça dérive naturellement. Ils ont l'habitude de manger ce qui leur arrive à un poisson qui dévale le courant, tu vois. Ouais, faut pas brider ton Faut pas montage non plus. brider, voilà, faut pas faire siffler les tresses, tu vois. Ouais. Et ça, c'est les pêcheurs locaux, hein, qui m'ont expliqué Ouais. ça, hein. Ouais, donc Ils ont l'habitude. c'est canne tenue en main pour éviter Canne justement. tenue en main, voilà, canne tenue en main et tu fais une passée, quoi. C'est de la pêche à rôder, quoi. Ouais, c'est une pêche à rôder, c'est impressionnant parce que quand tu vois un flotteur de 300 grammes ou 400 grammes à 30 mètres qui saute en l'air, puis dans 1,50 m de fond et qui saute en l'air et qui part, et que d'un coup tu sens le coup de tête du silure et que c'est plutôt pas des petits là-bas. Ouais. C'est une belle pêche, hein, franchement. Et alors C'est vrai que, comme tu dis, déjà, il y a le biotope, mais enfin, ils ont un cheptel de biques de fou là-bas. Ils ont. Ah ben, c'est le dernier fleuve sauvage de France, hein. Il y a quand même, il y a quand même beaucoup déjà de poissons, hein. Ouais. C'est quand même poissonneux. Et puis, il y a des remontées de mulets impressionnantes, hein, de l'océan. Donc, il n'y a pas spécialement des barrages tels qu'on les connaît. Donc, il y a quand même beaucoup de poissons qui remontent, des poissons marins qui remontent sur des grandes distances. Donc, voilà, les silures, ils ont à manger toute l'année. Ils sont bien. C'est une rivière, un fleuve, hein, qui se porte très bien, la Loire. Et alors, est-ce que ces poissons justement qui sont dans peu d'eau, est-ce qu'ils sont plus combatifs? On a pu le voir un peu dans le film quand même. C'est des poissons qui sont assez nerveux. Quand vous les prenez dans pas beaucoup d'eau, c'est pas des poissons qui ont tendance à rester stagnants. Au départ, ils partent, quoi. Ah ben c'est certain, puis ils ont pas vraiment du fond pour combattre à l'aplomb du bateau, hein, Ouais. donc à l'aplomb de la canne. Donc ils partent un coup à gauche, un coup à droite, un coup ils remontent le courant, un coup ils dévalent. Toi tu fais le tour du bateau, hein. Non c'est génial. Puis je te dis la taille moyenne elle est quand même assez élevée. Ouais. Ah, Je vous propose de revoir justement une des touches que Xavier avait pu avoir durant le film, donc un petit extrait sur justement une pêche au flotteur. Hop.
Donc là, au bout du bouchon, il y a, Donc là, il y a on un voit, vif on, pour on, peser 1,5 kg, on, pour donner un ordre d'idée. on voit quand même que dès le ferrage, t'appuies et tu sécurises ton ferrage 2 à 3 fois. C'est... Ouais. Ah, moi, j'appuie. Hein. C'est délicat, exact. Ouais, moi, j'ai toujours aimé appuyer, tu vois. Non, bah, parce que en fait, et en plus, je vais dire, il y avait aussi une frustration liée au fait que à cette période-là, les eaux claires, on a eu beaucoup de trucs. Beaucoup d'eau claire, on en a raté pas mal. Ouais. Et tu vois, malgré qu'on a laissé un petit peu partir, et puis sans trop laisser partir, parce qu'on veut pas les blesser et les piquer en fond de gorge, tu vois. Donc, on retarde pas trop les ferrages, mais quand même, on a laissé un peu faire. Et là, malgré tout, ce poisson, il a été piqué en bordure de mâchoire supérieure, tu vois, avec l'hameçon derrière. Donc, tu vois, et là, faire rentrer les hameçons sur la barre des dents, tu sais, sur la râpe. Et puis en plus, voilà, je précisais qu'on pêchait avec un poisson, un vif qui pèse 1,5 kg. Ça fait quand même un gros morceau, tu vois. Un hameçon triple, un hameçon simple, c'est pas super armé sur un appât de cette taille. Et puis il faut arriver, quand le silure saisit un vif de cette taille, il le tient en gueule, il veut pas qu'il s'échappe, donc il serre comme un fou avec ses mâchoires, il y a une sacrée pression dans la mâchoire des silures. Et si tu veux le piquer, le silure, faut faire glisser l'appât quand même. Tu es obligé de déplacer l'appât dans sa gueule pour accrocher les hameçons. Donc c'est pour ça, je me suis rendu compte qu'en faisant plusieurs ferrages, en général, t'arrives, même si le silure à un moment donné il ouvre un peu la gueule, tac, c'est le moment où l'hameçon peut se piquer. C'est pour ça que je fais souvent plusieurs ferrages comme ça. D'accord. Alors là, on peut le voir, donc tu es en train de combattre. Vous aviez un peu la chance d'avoir une zone qui était à peu près calme, c'est-à-dire que c'était pas une zone où il y avait trop de courant. Vous avez pu à peu près combattre et justement gérer le poisson assez bien. Je suppose que c'était pas toujours le cas. Exactement, oui, c'était pas toujours le cas, comme tu dis. Hein. Il y a eu des moments où on en a touché proche d'enrochement ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'on met souvent du gros fluoro en bas. Tu vois, un grand morceau de fluoro du 120 centièmes, parce que tu peux, surtout en Loire, voilà, trouver des zones où il y a des enrochements et tu peux avoir les poissons qui partent, qui passent sur les roches et tout. Faut quand même pas s'amuser avec le poisson, faut les sortir. Ces silures-là, faut pas leur laisser les hameçons dans la bouche, quoi. Donc voilà, cette zone était propice. Hein. Tu avais du fond sur la rive droite, et puis sur la rive gauche, tu avais un grand banc de sable. Tu vois. Après, on déplaçait avec le moteur électrique pour essayer de les sortir un petit peu de la zone, parce qu'il y en avait plusieurs sur ce secteur. Ouais. Rien que sur cette zone, on en a sorti 4 de suite. Hein. On ne les voit pas tous dans le film, mais c'était une zone où il y avait pas mal de silures. Et puis après, on a été les échouer sur la zone. Sur le plateau de sable. Sur le plateau. Alors, on nous des bandes comme ça, c'est magnifique pour faire des photos aussi. Hein. Ouais, et puis même pour le poisson, au moins, on est sûr qu'il reparte dans de bonnes conditions, donc c'est toujours agréable. En plus, le bateau, on peut facilement le beacher. C'est vrai que la Loire, il y a quand même beaucoup de sable fin, donc que ce soit pour le pêcheur ou pour le poisson, c'est très bien, quoi. Puis tout autour, c'est des vignobles, c'est magnifique. Il n'y a pas vraiment de grosses industries comme on peut avoir nous sur la vallée du Rhône. Nous, tu trouves de tout. Tu trouves des raffineries, des centrales nucléaires. Voilà. À la Loire, il y a aussi quelques centrales nucléaires plus en amont. Mais cette zone-là, je te disais, c'est un parc naturel. Hein. Loire-Anjou-Touraine, c'est magnifique. Je te dis, tout des vignobles. Les vins de Chinon à côté, les saumures Champigny et autres, c'est super bien. Alors, on nous pose une question, Xavier. De combien de secondes vous retardiez les ferrages à peu près? Je pense. Faut pas trop attendre non plus, hein, parce que le silure, il fait un silure plus de 2 mètres, il a quand même, il fait des grosses aspirations. Hein, il ouvre la bouche très puissamment et il chasse l'eau avec ses ouïes. Donc, si tu laisses faire qu'il le fait 2-3 fois, le vif, tu pourrais le piquer dans la gorge, le silure, c'est beaucoup plus embêtant. Tu vois. Donc, là, je te dirais, tu retardes d'une dizaine de secondes, entre 5 et 10 secondes. Ouais. Tu vois. En fait, il faut sentir qu'il est après. Okay. Faut commencer à le sentir dans la canne. Tu vois. Là, tu vois, on était en fil, le fil est assez tendu. Dès qu'on commence à sentir sur la canne le poids du silure, c'est le moment. Et alors, d'essayer.
essayer de le piquer. Ouais. D'essayer, ça marche pas toujours. Et Ça alors, marche pas. quel type de canne vous avez utilisé pour pêcher au flotteur en dérive? Ça, c'est une question. Voilà. Alors, il faut des cannes pour cette pêche de Loire. Hein. Il faut en dérive, donc à distance, tu vois, parce que il y a la dérive en verticale qu'on pratique ici sur le Rhône. Mais pour cette pêche de Loire, il faut des cannes quand même assez viriles, hein, qui ont de la force dans le blanc. Ouais. Des cannes assez longues aussi. Tu vois, là, j'ai utilisé, moi, pendant ce séjour, des cannes de la nouvelle série, là, en 2 mètres 40, qui est normalement destinée à la pêche au lancer. Ouais. Et j'ai utilisé aussi une canne qui fait 2 mètres 80, la Deluxe, là, qui est une canne assez forte, tu vois, assez forte dans le blanc, qui a pas mal de puissance, et qui fait 2 mètres 80 de longueur. Ok. Tu vois, pour ferrer un silure comme ça à distance, c'est quand même mieux pour rentrer des hameçons, d'avoir de la force dans le blanc et d'avoir de la longueur pour avoir des gestes, un coup assez ample quand tu ferres, tu vois. Ok. Alors, on nous demande aussi les hameçons, comment vous les avez mis sur les vifs? Est-ce que vous avez fait un armement avec un simple, un triple? À quel endroit? Parce que là, tu as dit tout à l'heure, vous avez pêché avec des vifs de taille conséquente. C'est vrai que Oui. sur la Loire, c'est une rivière, c'est un fleuve qui brasse beaucoup d'eau, donc il faut aussi qu'il y ait des signaux quand on présente les montages. Mais alors, comment? Alors, on n'a pas pêché qu'avec des gros vifs. Hein. Là, Ouais. ce poisson-là a été pris avec un gros vif, un barbeau, pour être précis. Et donc, moi, j'aime bien armer un hameçon simple dans le nez, d'accord, et un triple, soit placé sur le dos, soit placé vers les nageoires, là, un peu en dessous du ventre, tu vois. Pourquoi je mets comme ça? Parce que effectivement, si je bride un petit peu la ligne à un moment donné, je préfère que le poisson soit présenté le nez au courant, tu vois. C'est beaucoup plus hydrodynamique, ça évite que le vif il fasse le drapeau, tu vois, derrière. Voilà. Donc là c'est éché comme ça. Hein. Maintenant, quand tu fais une dérive et que l'apport dérive à la vitesse du courant, qu'il n'est pas soumis et qu'il n'est pas freiné dans le courant, tu peux aussi l'accrocher dans l'autre sens, c'est-à-dire lui mettre la tête vers l'aval, entre guillemets, pour qu'il puisse lui-même chercher le fond. Si tu laisses dériver naturellement, ça peut convenir aussi comme montage. Mais moi, pendant cette courte session, moi j'ai accroché toujours mes vifs, un simple dans le nez et un triple sur le dos ou sur le bas du ventre. Ok. Un montage Stewart, on appelle ça. D'accord. Bon, Laurent, est-ce que ces quelques images t'ont donné encore plus envie d'aller te tenter sur la Loire? Forcément, ça me fout la fièvre, hein. Surtout que les invitations, c'est pas ce qui manque. Hein. C'est vrai qu'il y a la team là, qui organise ce concours dans le secteur là-bas qui m'invite expressément depuis quelques temps. Et ça me tente. Hein. Alors après, il faut que je trouve l'occasion d'y aller. Et puis, c'est vrai que Xavier, on en a parlé longtemps. Et il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. On peut-être avec toi, hein, si. Bon, ben, voilà pour cette petite actu sur notamment le nouveau film que tu as eu l'occasion de tourner avec la pêche et les poissons, donc l'été dernier. N'hésitez pas à aller. Et donc vous étiez partenaire. Oui, et dont on était partenaire, voilà. Et merci pour permettre justement à des documentaires comme ça de monter en gamme un petit peu. Voilà, en espérant que ce petit film aura donné encore plus la fièvre à de nouveaux pêcheurs et leur donner envie d'aller au bord de l'eau, un peu se mesurer à ce poisson. Alors maintenant, on va revenir un peu, sans rentrer dans les détails de la pêche du silure en France et de comment il est arrivé, mais il y a eu toi, Xavier, tout au long de ton parcours, Laurent aussi, vous avez rencontré plein de grands passionnés, plein de personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire plus un peu vos parcours et les gens que ça vous a permis de rencontrer? C'est vrai que bien souvent, on a la pêche, mais c'est aussi un peu une aventure humaine derrière. On rencontre quand même beaucoup de personnes au fur et à mesure des années. Allez, Xavier, t'en as plus. C'est moi qui commence. Allez, vas-y. En fait, aujourd'hui, le silure, malgré tout, dans le domaine halieutique, ça reste quand même un petit milieu. Hein. C'est un poisson quand même qui nécessite une certaine spécialisation. Il va intéresser des gens qui se sont spécialisés dans sa pêche. Donc aujourd'hui, c'est un petit milieu, le silure, mais il y a quand même
au moins, on va dire, au moins 5000 passionnés en France. Hein. Ça mériterait un jour d'être quantifié plus précisément, mais moi j'ai à peu près cette idée. Des pêcheurs, je parle spécialisés et réguliers du style. Donc, mais 5000 sur plus d'1 million de pêcheurs, c'est pas grand-chose. C'est un microcosmos. Mais, ouais, exactement. Mais à l'époque où il n'y avait encore pas de marque de matériel de pêche spécialisé ou autre, c'était encore un plus petit monde. Hein. Sur la région lyonnaise, je parle de notre région commune avec Laurent, puis qui a été effectivement un des berceaux, hein, la Saône-et-Loire et la région lyonnaise, ça a été le berceau de la pêche du silure en France. Et ben, ça se comptait, à Lyon, ça se comptait sur les doigts des deux mains, les pêcheurs de silure réguliers. Tout le monde se connaissait, c'était un tout petit milieu. Voilà. Donc, effectivement, et à l'échelle européenne aussi, c'était un petit milieu. Donc, moi, ça m'a permis de rencontrer quasiment tous les acteurs de cette époque-là. Hein. J'ai cité Jean-Claude Tanzini, j'ai cité aussi Tony Lorton, Marc Roiron, on en a parlé tout à l'heure, Georges Ribeiro, Joël Parcel. Tous ces gens-là, on les a connus, côtoyés, vus pêcher, tu vois. C'était des gens qui pêchaient déjà avant nous, donc on les avait un petit peu on les voyait un petit peu comme des exemples, bien sûr. Et après, à l'échelle européenne, ben voilà, j'ai rencontré, on en a parlé tout à l'heure, en Italie, il y avait aussi un noyau dur sur le fleuve Pô. Hein. Parce qu'effectivement, quand le silure est revenu, en fait, dans cette partie de l'Europe de l'Ouest, hein, l'Italie, la France, l'Espagne, au début, il a colonisé des zones bien définies. En général, ça restait sur une rivière, un fleuve ou deux, tu vois. C'était pas aussi bien réparti que maintenant. Maintenant, des silures. À l'époque, voilà, le silure, c'était la Saône et le Rhône. Voilà, ici en France, l'Italie, c'était le Pô. L'Espagne, c'était l'Èbre. Tu vois. Aujourd'hui, même en Espagne, il y a des silures partout. Mais à cette époque-là, voilà, sur chaque zone, tu avais un peu les spécialistes locaux. En Italie, il y avait un noyau dur, donc je disais, il y avait notamment Yuri Grisandi et d'autres, hein, Andrea Pomati, Carlo Tarenzi, plusieurs personnes que moi j'ai connues, Piero Lombardi, je pourrais en citer pas mal, Gaetano Borghi, bon bref, je vais m'arrêter. Mais en Italie, il y avait un noyau dur, en Espagne, c'est pareil, du côté de Mequinenza, tu avais aussi des Claude Valette et d'autres qui se sont vraiment spécialisés dans ce secteur. Et finalement, tous ces gens-là, on se connaissait un petit peu parce qu'on avait envie de sortir un peu de nos frontières, on allait voir un peu ce qui se passait à gauche, à droite, et on s'est tous un peu rencontrés, tu vois. Donc j'ai rencontré comme ça Yuri pour l'Italie, Claude Valette, voilà, et bien d'autres. Et puis aussi sur les pays de l'Est, il y avait déjà donc, des gens spécialisés dans le silure dans les pays de l'Est. Et j'ai eu l'occasion, moi, de rencontrer aussi Jakub Wagner. Au tout début, on va dire, il pêchait déjà le silure, mais lui aussi, il venait de 6 mètres, il était... On a une photo ou deux que tu nous as transmises où il était encore tout jeune. Je pense que pour lui, c'était les débuts, c'était vraiment les prémices. Ah bah c'était ses premiers voyages en France, c'était son premier voyage en France pour de la pêche, donc c'était en 2004. Je l'avais rencontré en Italie, hein, parce que Jakub, il pêche depuis qu'il est gamin, hein. C'est quand même un grand passionné, vraiment depuis tout petit. Hein. Et donc, il pêchait le silure déjà en Italie et en Espagne. Hein. Il avait guidé même en Espagne quelques amis de son pays, la République tchèque. Quoi. D'accord. Et voilà. Donc, j'ai rencontré en Italie, et puis en 2004, il est venu en France. On a eu l'occasion de pêcher ensemble à la Saône, le Rhône, le delta du Rhône. Alors là, on voit sur notamment les photos qui sont à droite, une photo donc de toi justement avec Jakub, et donc tu tiens dans la main donc ton montage. C'était un peu les prémices des teasers actuels qu'on peut utiliser pour les pêches en verticale. Ouais, je pense que c'est ce montage-là qui lui a donné un petit peu l'envie de développer ça, quoi. Hein. Ouais. Voilà, c'était l'ancêtre un petit peu de ce teaser à perles. Alors, moi, j'avais pas spécialement inventé ce montage-là. Moi, j'avais déjà vu Jean-Claude Tanzilli, Tony Lorton pêcher avec ces montages.
Voilà. Mais ceux-ci, ben voilà, je m'amusais à les fabriquer. Il me fallait des heures hein, pour les faire. Hein. Entre découper l'élastique roubaisien à bonne taille. Là, il y a 60 morceaux d'élastique roubaisien, je me rappelle encore. 60 morceaux d'élastique roubaisien et 30 de ces morceaux étaient équipés avec une perle en plastique phosphorescente et une perle en verre pour que ça fasse du bruit, tu vois. Et puis le reste faisait une étoile dans l'eau, tu vois. Voilà. Et la particularité, je les collais à l'horizontale sous le plomb. Je faisais un plomb plat en dessous et je les collais à l'horizontale pour que ça fasse bien le pompon dans l'eau, tu vois. Mais il me fallait, je sais pas, entre la peinture du plomb et bon, je devais mettre au moins 3 heures pour faire un teaser. Et puis j'attrapais 4 silures avec et il me défonçait, quoi. Ouais, c'était ça. Donc je remercie Jacob de vous avoir donné l'idée de développer un peu ces trucs parce que maintenant, voilà, quand j'en mets un au bout de ma ligne, c'est un du commerce. Hein. Parce que hein, les doigts à la super glue et au vernis époxy, ça va, j'ai donné. C'est vrai que d'avoir donné ça au grand public, c'est génial parce que, ouais, comme tu dis, à l'époque, on misérait à bricoler nos trucs. Là, c'était vraiment la tannée. On avait tous nos petites astuces, de la glu, des paillettes. On essayait tous de faire comme on pouvait pour essayer de sortir un truc pas trop dégueulasse, quoi. Et c'est vrai que d'avoir ça maintenant, n'importe quel pêcheur peut l'avoir, quoi. Il n'y a pas besoin d'être un fin technicien pour en avoir un, quoi. Exact. Et puis ça marche toujours bien. Hein. Tu peux le garnir avec des lanières d'encornet. Tu vois, moi je mettais souvent à l'époque, avec l'encornet, ils y allaient bien. Hein. Je pense que aujourd'hui, peut-être encore, mais moi j'ai remarqué que quelque chose qui est resté régulier dans le temps, c'est quand même la belle grappe de verre. Tu vois. La belle grappe de gros verre canadien, ça a une valeur sûre. Le verre, ouais. Bon, alors après, on voit quelques petites photos qui défilent, notamment une où il y a trois personnes. Donc on peut reconnaître à droite Yuri, et après, donc les deux autres personnes. Alors, il y a moi au milieu, hein, qui avait un peu plus de cheveux à l'époque, à mon grand regret. Et à mon grand regret pour aujourd'hui, hein, parce que je m'étais fier dans mes cheveux. Et alors, il y a Yuri, effectivement, Grisandi. Là, c'est en Italie, hein, cette photo-là. J'étais allé donc pêcher sur le Pô avec eux. Et à côté, le monsieur, là, c'est Carlo Tarenzi. Carlo Tarenzi, c'était un fabricant de clonques italien qui faisait des clonques monoblocs, hein, qui taillait dans différents bois, dont du bois d'olivier. Et ça faisait de très, 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 très beaux clonques. Et voilà. Et Carlo Tarenzi, ça a été aussi un des précurseurs en Italie de la pêche au clonques. Ok. Et après, donc, vous avez aussi eu des rencontres en commun que vous avez rencontrées à différentes époques. Donc le Lucas van der Geest, qui est donc le chef produit Matcat à présent. Mais toi, Xavier, tu l'as connu un petit peu avant Laurent, si mes souvenirs sont bons. Ouais, je l'ai connu un petit peu avant Laurent parce qu'en fait, Lucas, il a un passé important dans le silure parce que donc il est hollandais, hein, Lucas, et c'est lui qui a fondé le Merval Student Group, donc qui était le groupe de protection du silure en Hollande. Et donc il y avait un site internet hein, qui allait avec. Et puis moi j'avais fondé le Silurus de la Nice, donc pareil, un site internet. Et du coup, on était régulièrement en contact à cette époque-là. Il pêchait aussi en Italie avec Yuri Grisandi, tu vois, c'est pour dire que voilà, tout le monde se connaît, c'était un tout petit milieu. Et pour la petite info, même le logo du Gruppo Siluro Italia, hein, qui est l'association de silure italienne, et ben, le logo, le dessin du silure, c'est Lucas qui l'a dessiné. Et voilà, donc moi je me rappelle de tous ces petits détails, et voilà, donc effectivement, Lucas, ouais, je le connaissais depuis longtemps, il pêchait en Italie, il a pris des silures magnifiques en Italie, sur le Pô, hein. Déjà à l'époque, hein, je te parle de ça dans le début des années 2000. Ouais. Et donc toi après Laurent, tu l'as rencontré et maintenant il vient régulièrement pêcher tes rivières en flotte durant des semaines entières. Lucas, c'est une machine de volonté. Hein. Putain, moi, j'arrive plus à le faire sortir de l'eau quand il vient des fois 4-5 jours. Et pour le faire décrocher de la flotte, c'est une catastrophe. Hein. Il me ruine pendant 4 jours, il ne lâche jamais le flotte. C'est vraiment. Après, il fait énormément de kilomètres pour faire des poissons.
comme disait Xavier, c'est l'un des premiers à s'être investi dans cette pêche du silure, enfin dans la protection de ce poisson, alors qu'en Hollande, ils en avaient quasiment pas. Hein. Enfin, pour lui, c'était vraiment juste quasiment des photos qu'il voyait passer, quoi. Et non, en fait, maintenant, dès que tu le mets sur une rivière et qu'il sait qu'il y a un poisson dessous, il décroche plus, quoi. Moi, c'est devenu un ami, il vient régulièrement à la maison, on s'en échange quasiment tous les jours sur Messenger. Et puis bah, il m'a invité chez lui. Enfin, vraiment, maintenant, c'est vraiment devenu un ami, quoi. Et alors, à l'époque justement où il a commencé à y avoir tous ces intervenants, qu'est-ce qui a créé un engouement, un peu un boom? Tout à l'heure, tu parlais du forum que tu avais créé, Xavier, donc Silius Glanis. Maintenant, je pense que c'est devenu plus qu'un forum, en fait. Ah Ça... oui, alors au début, c'était le site Silius Glanis, ça a été un des premiers sites de pêche en France. Hein. Site internet, c'était le début de l'internet à la fin des années 90. Mon beau-frère, le mari de ma sœur, Marco, qui est informaticien de métier, m'avait dit ben, c'est super, tes silures, les photos et tout, tu devrais mettre les photos en ligne sur internet, on devrait faire une page comme ça. Donc on avait commencé avec une page et c'était en 1997, tu vois. Et j'ai commencé à mettre mes premières photos comme ça en ligne. Et puis après, on avait dit, on va y ouvrir à tout le monde, que tout le monde puisse mettre ses photos, vu que c'était un petit milieu, le silure, tu vois. Donc c'est d'ailleurs grâce à ce site que j'ai connu la plupart des gens qu'on a cités tout à l'heure. Et donc chacun pouvait mettre ses photos. Après, dans le début des années 2000, c'est devenu un forum. Ouais. Il n'y avait pas seulement la possibilité de poser ses photos, mais il y avait aussi la possibilité de poser des questions à des gens qui étaient un petit peu plus spécialisés, qui avaient un peu plus d'expérience pour pouvoir créer un lieu d'échange. Hein, c'est le principe d'un forum d'ailleurs, et de pouvoir échanger les expériences, s'apprendre mutuellement des petites combines pour améliorer ses pêches. Et puis après, en 2008, Silius Glanis c'est devenu une association, hein, une association vraiment de protection du silure. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui se sont investis, des gens qui s'étaient rencontrés justement sur le forum et qui se sont investis pour pouvoir défendre leur passion, défendre ce poisson. Et je salue encore le travail qu'a fait Silius Glanis et qui continue à être fait, hein, puisque Silius Glanis, pour ceux qui vont un peu sur les salons, notamment Clermont ou Montluçon, vous verrez que Silius Glanis c'est quasiment toujours un stand et il y a des volontaires, des bénévoles, des gens qui s'impliquent. Il y a un président très actif, hein, encore aujourd'hui. Hein. Alors il y a eu ceux de l'époque, hein, le président Daniel Pedretti, qui a été longtemps président de Silius Glanis, et d'autres qui sont vraiment impliqués. Hein, Nicolas, si on se rappelle tous de Nicolas Sigler, enfin, dans ce petit monde du silure. Mais voilà, aujourd'hui ça bouge encore, Silius Glanis, et moi je suis très très content de voir ça. Bien, bien, bien. Laurent, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette partie Enfin, Silius Glanis, oui, bah, comme il dit, c'était le début d'Internet, à l'époque où on avait un forfait AOL 20 heures. On mettait 2 heures à se connecter, on téléchargeait une page en une demi-journée. Et ouais, c'est ce qui a commencé pour beaucoup à générer cette passion, parce que c'était le début du support média, quoi. Avant, on avait que Jean-Claude qui nous faisait quelques films, et ils étaient très durs à choper. J'ai vu passer dans les commentaires qu'on les chopait à 4 heures du matin, et c'était complètement ça. Pour voir un film sur la pêche, c'était 4 heures du matin. Après, on a eu Silius Glanis qui, lui, nous a offert la chance de voir les poissons des autres, de voir un peu des techniques des autres, d'échanger là-dessus. Et ça a été le début d'Internet. Et aujourd'hui, les gamins, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de pouvoir se connecter sur le net et de choper ce qu'ils veulent comme info. La banque de données, elle est monstrueuse maintenant sur Internet. Ouais, c'était pas forcément le cas à l'époque où vous avez débuté. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et pas de matériel, rien. Fallait bricoler, fallait se renseigner par bouche à oreille, essayer de rencontrer quelqu'un qui avait peut-être la bonne information. C'était le parcours du combattant. Et alors, je suppose que du coup, entre le moment où vous avez débuté et maintenant, vous avez dû voir et puis un peu cibler que le poisson, le silure, avait eu une évolution quand même de son comportement. C'est-à-dire il est peut-être maintenant plus présent qu'avant dans nos eaux, mais il s'est aussi éduqué avec le temps, avec les techniques. Oh oui.
Ah oui, il a bien grandi, lui, hein. Bah ouais, moi je pars toujours de cette image de dire que quand on rentre dans une boulangerie, si on rentre par la porte tous les jours et qu'on prend une tarte dans la gueule, au bout d'un moment on passe par la fenêtre. Et là c'est un peu pareil, hein. Ils ont vraiment assimilé énormément de choses, hein. Ils ont assimilé qu'il y a des zones qui sont pour eux relativement, enfin qui génèrent énormément de stress. Ils savent qu'un bruit de clonk, ça va généralement leur piquer les dents dans pas longtemps. Ben, ils ont vraiment réussi à capter énormément de petits détails et ils nous demandent vraiment énormément de réflexion pour arriver à les piéger. Aujourd'hui, ça devient très 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 compliqué. Alors là, Moi, j'ai mis en image une photo de toi, Laurent, où tu es en flotte tube, où tu es avec ton sondeur. Ouais, Alors, bon, ouais, le sondeur, pour en avoir discuté avec vous, vous l'utilisez pas depuis hier, hein, vous l'utilisez quand même depuis de nombreuses années. Euh, ouais. mais est-ce que justement les silures, c'est pas un peu éduqué au bruit du sondeur, au bruit des sondes? c'est Alors certain. oui, ça fait partie des facteurs de stress que ça déclenche chez eux, hein. C'est évident, hein. C'est certain, c'est un outil merveilleux, le sondeur, hein. Et dans la pêche du silure, c'est vrai que ça a vraiment développé cette pêche, le fait de pouvoir trouver les zones où ces poissons se trouvaient. Parce que pour parler un peu du passé, c'est vrai que les silures, ils avaient un comportement beaucoup plus grégaire à l'époque, hein. On arrivait à trouver des dizaines de poissons au même endroit, hein. Donc ça, c'était gage d'une belle pêche. Tu vois, Ouais. quand tu connaissais ces secteurs, voilà, tu insistais un peu sur des zones où tu savais qu'il y en avait une colonie. Euh, Maintenant, ces poissons sont beaucoup moins, vivent beaucoup moins en groupe, hein. Aujourd'hui, sur le Rhône ou la Saône, quand on trouve 7-8, tu es content et c'est déjà un peu exceptionnel, hein. C'est plutôt des poissons isolés ou par deux ou trois. Tu vois. Et c'est vrai que ce sondeur, on le disait, c'est un outil merveilleux, mais toi, tu les vois, les silures, mais eux, ils te sentent, ils te détectent avec cet appareil-là. Ouais. Donc, c'est à double tranchant, tu vois. Ne pas brancher son sondeur aujourd'hui peut être une stratégie, mais tu les vois plus, les poissons. Donc, peut-être qu'on a tous besoin d'être un peu rassurés sur le fait que la zone est peuplée, Ouais. Ouais. pour pouvoir bien pêcher. En tout cas, c'est mon cas, hein. Peut-être parce que j'ai grandi avec cet appareil-là, j'ai connu les belles années, et voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai du mal à l'éteindre. Je m'en sers toujours, hein. Et après, je pointe au GPS les zones, je reviens dessus à un autre moment de la journée. Puis des fois, sur l'effet de surprise, boum, tu arrives à faire une touche. Mais il est certain que aujourd'hui, ce n'est plus aussi magique qu'avant. Et parce que effectivement, le poisson s'est adapté, il nous sent, ce poisson-là. Il nous sent avant même qu'on ait descendu les lignes. Et alors, par rapport à avant, est-ce que vous avez vu aussi la population de silures qui a grossi? Est-ce que maintenant, il y a les silures, est-ce qu'on arrive à une stagnation de la population ou est-ce que, enfin, on voit que ça produit encore beaucoup de gros poissons? Ah, c'est vachement étrange parce qu'il y a des tranches de population qui se tarissent. Tu vois, par exemple, moi, sur la Saône, je rencontre beaucoup moins de poissons d'entre 1,50 m, 1,60 m, 70. Il y a une génération qui a presque disparu ou qui est vraiment très éduquée et qui, elle, ne veut surtout pas se faire piéger. Mais on a quelques gros poissons. Alors après, Lyon, on n'a pas l'avantage des poissons de la Loire ou les poissons du Sud qui se gavent de poissons gras et qui grossissent à vue d'œil. Nous, un poisson qui fait 2,30 m, c'est un vrai vieux poisson, hein. Il est marqué, c'est un dinosaure, hein. Mm. Et, euh, et ces poissons, il y a des générations qui sont quasiment inexistantes sur la Saône. Moi, des poissons d'1,50 m, j'en fais quasiment plus. Très rarement, quoi. Je sais pas, Xavier, qu'est-ce que t'en penses, toi, là-dessus? Je suis assez d'accord avec toi. Il y a des poissons beaucoup plus gros qu'avant. Oui. Moi, j'ai attrapé mon premier silure de 2 mètres, je l'ai attrapé en 99, en 1999, hein. Première fois que j'ai passé la barre des 2 mètres. Et j'en avais pris d'ailleurs deux, un de 2 mètres pile et un de 2 mètres 10 cette année-là. À l'époque, c'était des poissons qui sortaient vraiment du lot. Un poisson de 2 mètres, c'était. Voilà. Aujourd'hui, les poissons de 2 mètres, c'est devenu sur les rivières qui ont été peuplées, qui sont peuplées depuis déjà longtemps, c'est vraiment un standard, 2 mètres, 2 mètres 15, 2 mètres 25, on en prend. Et à Lyon, on prend de plus en plus de gros poissons. Alors effectivement, nous, je suis assez d'accord avec ce que disait Laurent, chez nous, bon, selon le biotope, ils vont quand même stagner un petit peu. Il y a des poissons qui ne viennent plus
plus long et plus effilé comme sur la Loire, et on va avoir souvent des poissons qui dépassent le mètre 40, 45, 50, 55. Voilà, chez nous, c'est un peu miraculeux d'arriver à ces tailles-là. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ces trous dans la population, alors ils peuvent venir de mauvaises, ce qui est possible, mais ils viennent aussi d'un certain cannibalisme. Quand ces gros poissons deviennent nombreux, si tu veux, il n'y a plus vraiment ces poissons qui sont territoriaux. On a dit que c'était des poissons grégaires, c'est vrai. Avant, un groupe de silures était constitué comment? Il y avait beaucoup de poissons, en règle générale, beaucoup de poissons de taille moyenne, tu vois, puis tu en avais un ou deux dans le paquet qui dépassaient les deux. Aujourd'hui, on a de plus en plus de grands silures, donc ils investissent des zones, ils ont un territoire, et là, du coup, les plus jeunes poissons les dérangent, et ils arrivent à s'auto-réguler. D'ailleurs, voilà, c'est un point très important d'une étude qui a été faite par Jean-Pierre Faure, sur la base des chiffres donnés par Jean-Claude Tanzilli, sur toute sa carrière de guide. Et c'est vrai que ça a permis vraiment d'identifier vraiment ce cannibalisme chez le silure. Et il est évident que les populations s'autorégulent grâce aux grands spécimens. Voilà. Et je pense que chez nous, pour revenir sur ce que disait Laurent, je pense que chez nous, voilà, c'est ce qui se passe. On a de plus en plus de poissons trophées, de grands silures, donc il faut vraiment les garder, ces poissons-là, en prendre soin, parce que c'est notre cheptel, c'est ce qui nous fait plaisir quand on va à la pêche, essayer de taper un gros. Et on a de plus en plus de chances de taper des gros, parce qu'il y en a de plus en plus, en proportion, même si des silures, il y en a de moins en moins. Ok. Mais alors, du coup, s'il y a de plus en plus de gros, je suppose que ces poissons ont été déjà attrapés maintes et maintes fois et deviennent de plus en plus méfiants. Ah oui, c'est des poissons c'est des poissons qui se méritent. Maintenant, c'est vraiment devenu. Là, on parlait du sondeur, ça attise une méfiance sur le poisson, comme disait Xavier, c'est presque, on va dire, un parasite dans la pêche stéco-sondeur, parce que finalement, il va parasiter notre action de pêche, il va rendre vraiment très méfiant les poissons. Par contre, ça a un avantage formidable sur ces gros poissons, parce que quand on maîtrise bien son outil, ça permet de jouer avec eux et d'arriver à déclencher quand même des attaques. En fait, on va pas pêcher des poissons qui s'alimentent, mais on va aller traquer des poissons qui vont taper par colère, qui vont taper par énervement. Et alors là, faut être pointu sur l'écho, mais c'est là-dessus qu'on arrive à prendre ces gros poissons. Mais effectivement, ils en ont vu quelques-uns des clous. Et alors, c'est souvent une question qui revient souvent sur des pêches comme ça, sur des gros poissons. Est-ce que vous allez être amené à utiliser le clonk ou pas? Ou dans quelle mesure? Je dirais pas moi que je tape toute la journée, mais par contre, le clonk, je m'en sers quand même beaucoup. C'est vraiment très rare. De toute façon, si je l'ai pas dans le flotte tube, j'y vais pas. Et quand je l'ai, j'essaye toujours un peu quand même. Il y a pas à faire. Moi, le clonk, ça restera. Le clonk et l'écho, pour moi, ça fait partie du kit. Ouais, assez d'accord avec Laurent. Le clonk qui crée des stimuli qui fonctionnent sur le silure. Ça, ce n'est plus à prouver. Tout le monde le sait. Le clonk, ça crée des stimuli sur l'organe de Weber, sur les osselets qu'il y a autour de la vessie natatoire du silure, qui lui crée une réaction de curiosité. On ne sait pas bien expliquer d'ailleurs le bruit du clonk. Est-ce que le bruit du clonk reproduit un bruit qui est familier au silure? Est-ce que ça lui fait penser à un autre silure qui est en train de s'alimenter en surface et que ça lui donne envie de monter? Ça, c'est des choses, on peut tous se faire notre petite idée, notre petit film. On ne saura jamais vraiment la réalité des choses. Maintenant, le clonk, ça marche, ça a marché très très fort, et finalement, ça marchera toujours un peu si c'est utilisé à bon escient, au bon moment. Voilà. Et de la même façon que quand on va à la pêche, si on a réussi avec un leurre le jour d'avant, on ne va pas pêcher qu'avec ce leurre pendant toute l'année. C'est pareil avec le clonk. Il faut toujours l'avoir dans sa boîte à pêche. C'est un accessoire indispensable de la pêche du silure. Et voilà, ça marche. Et comme disait Laurent, ça et l'éco-sondeur, c'est des choses. Le silure te détecte, bien sûr, le silure te détecte, mais malgré tout, le silure, c'est un poisson qui a beaucoup de caractère. C'est un poisson qui est impulsif, et tu arrives toujours à créer chez lui cette réaction d'énervement, et il peut te gratifier d'un coup de gueule sur ton montage, quoi. Donc, si tu le vois et que tu arrives à lui présenter des apports, de l'énerver un peu avec ce clonk,
Ouais. Tu peux faire un poisson le jour où ça n'aurait pas marché autrement. Voilà. Ok. C'est pas des touches qualitatives parce que comme il dit, ouais, c'est des coups de bec, c'est un coup, c'est vraiment où il pince vraiment le montage juste pour. Donc c'est pas des touches très qualitatives. C'est vrai que ça demande énormément de réflexe parce que là, il y a pas deux chances quoi. Il part Ouais. pas avec la part. Ouais, il vient aussi pour faire un peu une touche agressive, quoi. Voilà, ouais, c'est vraiment juste de la colère. Ok. Mais certains jours, ça peut te la sauver de pêcher. Ouais. Et alors, petite question, vous, qui revient un peu souvent dans les commentaires, quelles sont un peu vos techniques de prédilection? Alors vous, vous êtes sur à peu près, vous pêchez les mêmes rivières, les mêmes fleuves. Par chez vous, qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que vous recommandez comme technique pour justement quelqu'un qui voudrait peut-être s'essayer au silure, mais qui connaît pas forcément? Non. Alors ben moi, mes deux pêches de prédilection, moi ça va être la pêche au verre parce que c'est hyper prolifique en termes de ton nombre de touches. C'est là où on aura le plus d'attaques parce que c'est des petites proies et ça intéresse toujours. Alors souvent des petits, mais ça en fait des très très beaux poissons avec et des fois même des très beaux poissons qui sont très méfiants. Ça arrive presque plus à se faire avoir avec des vieilles techniques avec des techniques un peu plus modernes. Et sinon, c'est la pêche au manier parce que j'adore ces pêches de traque, moi, où on essaie de décider un poisson. En fait, on cherche pas dans une journée à un moment où ils vont vouloir se nourrir. On va vraiment aller chercher les poissons et pêcher ces poissons et être le plus précis possible pour les déclencher. Ok. Et toi, Comme, Xavier? comme tu l'as dit, hein, Laurent et moi, on pratique sur les mêmes zones. Euh, bon, nous, c'est des fleuves et rivières canalisées, hein, donc c'est profond. Donc on pêche à la verticale, à Ouais. l'aplomb de la canne ou à l'aplomb du bateau, hein, dans le faisceau du sondeur. D'accord. Donc moi, verticalement, je vais présenter pareil, hein, je vais présenter soit un vif hein, sur une monture adaptée, hein, avec un grammage adapté. Ça peut être un gros vif, je vais le présenter sur un fireball, un plus petit vif, je vais le présenter sur un plomb sabot. Ça peut être un poisson mort aussi, ou ça peut être donc des vers, des lanières d'encornet ou autre, pour ce qui est des appâts naturels. Mais j'aime beaucoup aussi pêcher avec des leurres en vertical, comme ça, dans le faisceau du sondeur. J'utilise de plus en plus de leurres à vibration, hein, que ce soit des lipless, ou que ce soit des lames vibrantes, voilà, des jigs de type vibrato, quoi, hein. Donc pour justement énerver le silure, quoi. Quand je suis sur une zone où j'en vois 2-3, à vue, je représente un leurre comme ça à la verticale. Des fois, j'arrive à avoir ce coup de gueule sur un leurre, alors que c'est des fois difficile de les faire mordre sur un appât. S'ils n'ont pas faim, des fois, un beau vif, c'est difficile de faire mordre un silure sur un gros vif s'il n'a pas faim. Donc là, tu vas mieux y arriver avec un teaser à perles, comme on a montré avec un appât plus petit, c'est ce que disait Laurent, avec des vers, ou lanière d'encornet ou autre, où tu vas mieux y arriver avec un plus petit poisson, tu vois, ou alors directement avec un leurre à vibration, un leurre de type, tu vois, un lipless, comme ça, ou directement un jig de type vibrato, quoi. Voilà. Ok. Et après, toi, quand tu pêches comme ça au leurre, est-ce que tu as un peu rencontré des saisons qui étaient plus prolifiques que d'autres? Parce qu'en fonction des techniques que vous utilisez, il y a vraiment des techniques qui peuvent se... Alors, à la verticale, je dirais que la saison chaude, ça marche. Le leurre peut marcher à n'importe quel moment, surtout en saison chaude, ce qui ne veut pas dire qu'en plein hiver, ça ne marche pas. C'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire, en saison chaude, on voit quand même beaucoup plus de poissons bouger tout au long de nos dérives, hein, tout au long de notre parcours de pêche de la journée. Donc, effectivement, plus on voit de poissons, plus on peut présenter son leurre fréquemment à un poisson qui est susceptible de l'attaquer. Donc, forcément, mathématiquement, plus on a de chances d'avoir d'attaque. Donc ça c'est une chose. Maintenant, quand moi je pêchais spécialement le silure au leurre, que ce soit au lancer ramené ou autre, moi j'aimais bien la période juste un peu avant la fraie, hein, donc c'était souvent au mois de juin. Et parce qu'au mois de juin, un peu avant la fraie, des fois on a des silures qui se rassemblent un petit peu. Ils peuvent se rassembler dans la couche superficielle de la rivière, parce que c'est là que l'eau commence à chauffer rapidement. Ils ont les œufs qui commencent à devenir à maturité et ils viennent stagner entre deux eaux
dans ces zones un peu plus chaudes. Et là, c'est vrai que de faire passer des leurres qui ont une nage pulsatoire, leur faire passer à basse vitesse quand ils sont proches les uns des autres, ces poissons-là, ben, tu as souvent des touches d'agressivité, alors qu'ils ne sont pas spécialement en phase d'alimentation, tu vois. Et tu arrives à les prendre avec une ondulante qui nage bien, tu la fais passer au bon palier, et tu peux avoir des touches. Avec des cranks également. Le crank est un super leurre pour le silure, parce que malgré sa petite taille, le crank, il fait une vibration qui est terrible. Un crank, même un crank silencieux, qui n'a pas de billes, bruiteuses à l'intérieur, ben, c'est un aimant à silure, parce que ça fait une vibration de dingue. Et le silure, bon, on voit comme il est fait, le silure, ses grandes moustaches, c'est une énorme tête chercheuse. Il n'y a pas de mal à détecter un crank qui passe à proximité. Ouais, puis c'est vrai qu'en plus au leurre, bon, moi je le pêche pas forcément beaucoup le silure, hein. On le prend plus de manière occasionnelle et par inadvertance quand on pêche les carnassiers, mais il y a toujours une touche au leurre qui est assez violente quand il vient se munir du leurre. Généralement, c'est pas à demi-mesure, quoi. Donc généralement, ouais. il y a vraiment des sensations sur cette pêche. C'est un coup de marteau, c'est vrai. Quand tu as un poisson qui t'arrête en pleine eau, si en plus c'est un joli poisson, tu as un poisson de 50 kilos qui t'arrête ton leurre en pleine eau, dans 7-8 mètres de fond, ça se ressent. Mais une calotte, quand même. Ouais, c'est vraiment une belle pêche. Puis il y a tout un tas de pêches, moi, que j'aimerais vraiment essayer. Il y a déjà des gens qui s'y essayent avec de grands résultats, et puis historiquement, il y a toujours eu des gens qui ont pêché un peu de façon secrète le silure de cette manière, mais c'est la pêche vraiment à l'amorçage. Ouais. Je sais que Laurent, lui, a pratiqué beaucoup plus que moi cette technique. Moi, j'ai eu l'occasion d'essayer ça sur la zone de Chiprana en Espagne, sur l'Èbre en amont de Mequinenza, avec des amorçages massifs au pelet. C'est vrai que ça faisait des touches. Quand ça se met à mordre, ça envoie, quoi. Mais c'est vrai que c'est une technique, je pense qu'il y aura de plus en plus de résultats, peut-être pas sur des amorçages intensifs comme ça, que moi j'ai connu en Espagne, mais sur des pêches un peu de précision, des choses mieux pensées. Je pense qu'il y a de belles choses à faire aussi sur les techniques d'amorçage, et moi en tout cas, j'ai vraiment envie de me pencher un peu sur la question. Ouais, donc il y a encore des moyens et des nouvelles techniques pour arriver à les leurrer et pour essayer d'être plus malin qu'eux. En fait, c'est ça, ouais, ça va être de toute façon, il faut à chaque fois, c'est trouver l'inspiration, quelque chose qui va changer la présentation qu'on avait avant, soigner cette présentation et puis essayer de les piéger autrement, parce que de toute façon, comme on disait tout à l'heure, ils apprennent très très vite et en fait, on est obligé de les surprendre, hein, sinon on n'aura jamais, on n'aura plus de résultats, quoi. En fait, il y a un moment où ça va vraiment se fermer, quoi. Et si vous aviez un dernier conseil à donner à des pêcheurs qui souhaitent se mettre au silure, ça serait quoi? Eh ben, pour un jeune qui a envie de faire un poisson, les choses simples, c'est là où on a commencé avec Xavier, c'est là où on a tous commencé. C'est un orage, une sortie d'égout, une canne qui soit un peu robuste, et puis pêcher au leurre dans ces sorties d'égout là quand c'est pas dans les sorties de rivière, sorties d'égout, quand ça dégueule parce qu'il y a eu un afflux d'eau. C'est là où ils auront plus de chances de toucher un poisson. Donc on a commencé là. Hein. Une cuillère, un beau leurre souple, un beau twist comme ça. Ouais. Et voilà, aller sur les sorties d'eau chaude derrière les centrales ou autres, quand il y a un delta thermique assez intéressant, aller à la sortie des égouts, des ruisseaux, comme disait Laurent, après les orages. Voilà, c'est des moments un peu chauds, c'est des petites combines comme ça qu'on apprend avec l'expérience, puis après on sait qu'à tel moment on a une probabilité de capture assez élevée. Et puis après, moi ce que je pourrais conseiller, c'est d'avoir de la mémoire quand on va à la pêche, en général, toutes les pêches. Ouais. Mais le silure, c'est important d'avoir de la mémoire. Se rappeler, là j'ai touché un poisson dans telles conditions, je crois que j'ai compris quelque chose. Et toujours se rappeler de ça, parce que quand ces conditions se reproduiront, il faut avoir le bon réflexe de retourner sur ce secteur-là ou de réutiliser cette technique-là à ce moment-là pour faire des touches. Mais en tout cas, voilà, il faut apprendre
je pense, faut apprendre et essayer un petit peu toutes les techniques pour le silure quand on s'y met. On commence simplement, comme a dit Laurent, mais après, il faut essayer un petit peu tout, tu vois, il faut être curieux, avoir de la mémoire et surtout avoir de l'assiduité. C'est-à-dire que même si on n'a pas de résultat tout de suite, il faut s'accrocher, il faut insister, parce qu'à la fin, toujours, on est récompensé. C'est comme ça. La nature est comme ça. Elle récompense toujours celui qui la respecte déjà et qui insiste. Et voilà. Il faut insister, il faut aller souvent au bord de l'eau, il faut être observateur, prendre le temps d'observer les choses. Faut pas arriver à être excité. Comment dire, on ne va pas à la pêche parce qu'on a vu sur Facebook que ça mord. Généralement, c'est pas comme ça qu'il faut. Généralement, quand on voit, c'est que c'est déjà trop tard. Hein. Exactement. Oh oui. Voilà. On ne va pas à la pêche parce que le copain il a mis une photo, puis on veut mettre une photo d'un poisson plus gros que lui. C'est pas ça qui doit dicter le fait d'aller chercher d'aller à la pêche au silure. On va à la pêche parce qu'on aime. Faut aimer le silure, faut aimer ce poisson-là, s'intéresser à ses mœurs, arriver à comprendre un petit peu sa façon de fonctionner, son caractère. Et puis après, être observateur sur les postes, prendre le temps. Et il n'y a qu'en prenant du temps, en étant bredouille, et après, on réussit mieux ses parties de pêche. Laurent, le mot de la fin? Écoute, moi, le mot de la fin, comme elle a dit Xavier, faut y aller. Hein. Moi, j'ai toujours dit, on prend jamais de poisson dans le canapé, il faut toujours aller dans l'eau. Donc, et en ce moment, on est souvent dans le canapé, Laurent. En ce moment, on reste dans le canapé quand même. Bon. Effectivement, en ce moment, il faut rester chez soi. Mais bon, après, sinon, il faut rester sur l'eau. Et puis, sinon, le mot de la fin, c'est remercier énormément Xavier qui m'avait proposé de faire ce live et j'ai trouvé ça super cool de pouvoir le faire voir parce que c'est un garçon super discret, c'est un garçon formidable. Moi, je le kiffe. Ça fait maintenant 25 ans qu'on se connaît et ça fait plaisir de pouvoir partager un live avec lui et qui lui donner un peu de parole sur cet univers qu'il veut pas côtoyer, Facebook. Et en tout cas, mais un grand merci à tous les deux et notamment à toi Xavier pour avoir partagé ce moment avec nous. À vous. Et j'étais très content de participer et avec Laurent bien sûr parce que c'est un ami. Ça marche. Bon, en tout cas, on essaiera de suivre tes prochaines aventures et puis à l'occasion de se voir sur l'eau, ça sera avec grand plaisir. Avec plaisir pour partager une partie de pêche. Moi, j'ai toujours aimé pêcher avec des potes, donc vous êtes les bienvenus. Ça marche. Bon, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live avec des nouveaux intervenants. Ciao, bye bye. Salut à tous. Salut Laurent, ciao. Salut à tous. Ciao. Au revoir.